projet s'inscrit dans le contenu du référentiel de formation en baccalauréat professionnel sur la culture et le patrimoine au sens large. Nous avons retracé la vie rurale d'antan afin que nos concitoyens soient informés de ce pan de notre patrimoine. Avant les paysages, il a fallu que la Guadeloupe existe. Hein? Et donc, vous savez que les îles des Antilles, et dont la Guadeloupe, ont été constituées par le mouvement des plaques tectoniques. Hein? Donc, c'est la plaque atlantique qui se rapproche, ou qui est proche de la plaque Caraïbe, et qui a tendance à rentrer dessous. Hein? Et ces chocs-là, hein, qui ont permis à des îles de se créer. Bon, parce que c'est des chocs volcaniques parfois. Donc, tremblement de terre, mouvement de la terre, et qui a permis à des îlots de sortir de terre, de mer d'ailleurs, hein, et d'exister comme ça. Parce que nous sommes des îles volcaniques hein, qui bougent, donc il y a souvent les petits tremblements de terre, et nous sommes une zone à risque sismique, hein, puisque je ne sais pas, ça vous est peut-être arrivé de sentir des petits tremblements de terre. Et c'est tout ça qui finit par façonner, au bout de millions d'années, façonner le pays, les paysages. Et créer même le paysage au départ. L'agriculture, on peut dire, a été développée à partir de l'esclavage, de l'époque esclavagiste, parce que, en fait, on s'est aperçu que la canne qui ne venait pas de Guadeloupe d'ailleurs, parce que la canne a été importée d'Asie. Et ils se sont aperçus que la canne poussait très bien, ne demandait pas un énorme investissement. Et donc, à ce moment-là, eh ben, ils sont allés chercher de la main-d'œuvre servile des esclaves en Afrique pour venir travailler la canne. Et c'est la première grande production agricole. Il n'y avait pas la grande production à une grande échelle parce qu'il n'y avait pas de sucre en Europe et donc il fallait nourrir l'Europe en sucre et voilà, c'est pour ça. La banane est arrivée, après, enfin la banane est arrivée, la culture de la banane a été organisée, mais très tard, à partir, on peut dire, des années 60, à partir des années 60, on a commencé à avoir de la banane, et donc moins de champs de canne, mais un peu de banane dans la région de Capesterre, notamment ça a commencé dans la région de Capesterre. Et ensuite, on en a fait quelques parcelles en grande terre, et ça a augmenté. Donc la production de canne a ralenti, a baissé. Les paysages de la Guadeloupe sont très déterminants pour l'agriculture que nous avons, puisque nous avons déjà, c'est particulier dans les petites Antilles, deux îles, l'une qui est à prédominance volcanique et une autre calcaire. Il y a à noter que la partie calcaire est quand même la partie calcaire est une partie, elle est volcanique et recouverte de calcaire en fait. Dans l'évolution de l'île, c'est comme ça que ça s'est passé. Et effectivement, donc ces deux zones-là, avec une topographie différente, entraînent une pluviométrie différente. La nature des sols entraîne une végétation différente. Et donc, ça impacte absolument les activités qu'on va mener. Donc, on a de façon prédominante des cultures sur la grande terre, hein, qui est la zone calcaire, des cultures donc, qui s'adaptent à ce sol-là. Et
de par la nature du sol, mais aussi de par la topographie, puisque c'est une zone assez plate. L'autre zone, effectivement, les cultures changent. Dans cette zone-là, il y a eu de la banane de façon majoritaire, en grande terre de la canne à sucre. Et puis pour revenir sur la basse terre, c'est un sol beaucoup plus montagneux. Et donc, effectivement, ça entraîne une autre façon de travailler, puisque c'est parfois plus pénible qu'en grande terre. Bon, comme je l'ai dit, il y a la nature du sol, il y a le climat aussi qui change. La pluviométrie change, puisque on est balayé par les alizés qui permettent de déplacer les nuages d'est en ouest. Et sur la grande terre, on a beaucoup moins de pluie que sur la basse terre, puisque les montagnes arrêtent les nuages. Il y a beaucoup de pluie sur le versant est. Et sur le versant ouest, la zone qui est dite la côte sous le vent, c'est beaucoup plus sec. Et donc, c'est effectivement la topographie qui entraîne cette pluviométrie différente. Pour permettre à la famille de vivre. Et ça a duré très 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 longtemps. Et même lorsqu'il y a eu les lois scolaires, l'obligation de scolarité, il y avait parfois des élèves qui ne venaient pas en classe parce qu'ils étaient en train d'attacher les bœufs, de s'occuper des cochons, etc. Et il a fallu qu'il y ait des interventions des maîtres, de la société, pour que les enfants aillent à l'école. Mais au début, effectivement, c'était ça. Si on se rapproche de la période de l'esclavage, bon, effectivement, il n'y avait pas encore les systèmes scolaires bien en place. Les enfants étaient formés, mais en fait, je crois qu'ils avaient plus de temps et il y avait beaucoup plus de besoins pour les parents d'être aidés par les enfants pour les différentes tâches, aussi bien la culture que les tâches ménagères. C'est parce que il fallait être couvert de haut en bas pour travailler dans les champs de canne. Parce que la canne, bon, dans la canne, il y a beaucoup d'herbes aussi. L'expression, c'était à l'époque « Kan la niolo Canada ». « Kan la niolo Canada ». Ça voulait dire que bon, c'était touffu. Et donc, il y avait des moucherons, des petites bêtes. Il y avait aussi, ça grattait, vous avez parlé de poils à gratter, ça grattait aussi les membres, les feuilles, il y avait des feuilles coupantes aussi. Donc, il fallait être coupé, il fallait être entièrement couvert, des pieds à la tête, entièrement. Et donc, je vous dis, on voyait des files de travailleurs agricoles qui étaient comme ça, et avec des chapeaux, de grands chapeaux, comment on appelle les chapeaux saintois, là, tu vois, des grands chapeaux pour se couvrir et être même de travailler là. Donc, c'est pour ça qu'ils se couvraient comme ça. Pour la canne, on avait parfois des lianes urticantes, ce qu'on appelle le pois gratté. Dans la banane, le lait des bananes s'attache, ça colle un peu à la peau. Donc, c'était mieux d'être bien protégé. Alors, je ne sais pas s'ils étaient plus épais, les vêtements, mais en tout cas, on se couvrait complètement. Pour les bandeaux, bon, ils avaient surtout beaucoup la tête attachée. C'était pour se protéger les cheveux. Beaucoup. Elles avaient un tissu assez conséquent. Puisque ça servait aussi déjà de protection pour la tête, mais aussi quand elles avaient des charges à porter sur la tête, puisque ça se faisait beaucoup à l'époque, aussi bien dans des zones urbaines que dans des zones rurales, on portait beaucoup de charges sur la tête, des seaux, des récipients, ou de la canne ou des légumes sur la tête dans un sac, dans un panier, ouais, ça se faisait beaucoup. Il y a aussi le fait que, vous avez vu souvent les tennisman, ils ont un bandeau, les champions, ils ont un bandeau aussi. Bon, ça sert à freiner la sueur aussi. Absolument. Quand on transpire,
ça tombe dans les yeux, on est obligé de s'essuyer, donc ils ont des bandeaux, ça servait aussi à ça. Bon, je pense que c'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de chaussures vraiment adaptées pour les zones agricoles. Hein. Bon, en zone urbaine, les gens portaient des chaussures, mais à la campagne, on était souvent à pied. D'ailleurs, moi-même, jusqu'à maintenant, j'ai travaillé, sauf si mon travail exigeait une protection particulière au niveau des pieds, j'ai travaillé beaucoup pieds nus. Bon, donc en fait, les vêtements étaient faits sur place. Hein. Je pense que la majorité, bon, les tissus étaient importés puisque je j'ai pas connu de tisserand ici, mais les tissus étaient importés. On faisait la couture, donc des vêtements sur place. Et on voit bien sur le style de vêtements qu'ils avaient, c'était bien approprié comment dire, à nos traditions. C'était collé à nos traditions, comment dire, à l'usage qu'on faisait des vêtements aussi, dans les moments festifs ou alors dans les moments où ils étaient utilisés pour les différentes activités. Je parle du travail ou l'usage domestique des vêtements. Je crois que c'est beaucoup de la toile. Hein. C'était pas du coton. Comme maintenant, il n'y avait pas le prêt-à-porter. On parle d'une époque ancienne, bien sûr, comme maintenant. Et je crois qu'il y avait beaucoup de toile, tout simplement. Hein. Soit avec de la toile qui entourait des colis ou des choses comme ça, on faisait pas mal on se débrouillait comme ça. Hein. C'était de la toile assez vulgaire. On récupérait beaucoup de tissus parce qu'à l'époque, on avait beaucoup de farine qui venait en sac. C'était du coton. Il y avait le jute pour d'autres types d'aliments ou d'objets. Et donc, il y avait beaucoup de récupération, même pour le verre. Hein, on utilisait du verre qui résultait de la récupération de ce qu'on recevait sur l'île. Donc, il y avait beaucoup de récupération. Le casque colonial, à l'époque, un casque blanc, effectivement, les autorités avaient ça, et les maîtres avaient ça, c'était un signe de supériorité, un signe de distinction, de classe. La population n'en portait pas. Et donc, ça qu'on a appelé casque colonial, et ils étaient à cheval, parce que d'abord, ils faisaient le tour de leur habitation à cheval. Hein. On en a vu encore dans les années 60, 70, il y avait encore des géreurs. Les géreurs. Le géreur, souvent, il avait le casque, géreur d'habitation, le casque blanc, le cheval, et il faisait le tour. Alors, et puis en plus, donc, c'était aussi pour impressionner les travailleurs, impressionner les gens. Il était en haut sur son cheval, voilà. Et lui, il ne marchait pas. Mais ça lui permettait de faire tout le tour de l'habitation. À l'époque de l'esclavage, donc quand les esclaves ont été emmenés donc sur les plantations, et donc en gros, ils devaient se débrouiller eux-mêmes pour pouvoir faire leur case. Ben, en fait, très souvent, c'est qu'ils récupéraient des branchages, donc en fait, ce qu'ils trouvaient dans la nature, hein. Donc ils récupéraient des branchages et ben, ils en connaissent Golette.
Eh ben voilà, ben, justement, ben, l'origine, en fait, les premières cases, justement, qui étaient faites par les esclaves eux-mêmes, ben, très souvent, c'était des cases en golettes. Et ils mettaient justement un peu ils prenaient de la terre, et pour pouvoir boucher, pour fermer, donc ils mettaient de la terre dessus, ce qu'on appelle du torchis, et ils mettaient donc la terre dessus pour pouvoir fermer et faire un peu comme des murs. Alors des fois, ça reste un peu en golette, et puis des fois, justement, ben, c'était réenduit avec de la terre. Il reste encore quelques cases comme ça, mais historiques, hein, quelques cases comme ça à Marie-Galante, des vieilles cases vraiment historiques. Très sûrement une évolution entre les cases, justement, les cases d'esclaves traditionnelles, enfin anciennes, hein, avec justement, alors là c'est déjà des planches, hein, c'est déjà des grandes planches, et avec le toit qui est couvert avec de la paille, et puis, et puis à côté, et c'est là où c'est intéressant justement, eh bien, on voit une case qui reprend finalement à peu près le gabarit de ce qui existait avant, hein, avec une légère dimension un petit peu plus grande, et puis par contre qui maintenant ben, ressemble beaucoup plus aux cases telles qu'on les connaît aujourd'hui. Donc on voit cette évolution là au travers de cette photo-là, on voit cette évolution justement entre la case des esclaves avec les matériaux naturels, et puis parce que à quoi ça correspondait? Ça correspondait à deux choses. Premièrement, la période de l'abolition de l'esclavage, et puis deuxièmement, le fait qu'on commence à importer des matériaux. Vous voyez par exemple que la case est couverte en tôle. Eh ben, la tôle, ben, évidemment, on ne produit pas de tôle ici, eh ben, la tôle était importée, et voilà, et le fait que les matériaux soient importés, ben, on a commencé à les utiliser, d'avoir des planches, etc. Alors, qui est-ce qui construisait les cases? Alors, au départ, ben, c'était les esclaves eux-mêmes, hein, pour pouvoir se loger. Et puis, ben, c'est comme dans tous les domaines, hein, c'est que ben, y en a qui sont un petit peu plus doués ou d'autres qui s'investissent peut-être un petit peu plus pour pouvoir le faire. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, donc, se sont dégagés voilà, des gens qui avaient un peu plus de pratique et de connaissances pour pouvoir faire des cases et qui faisaient pour les autres aussi. Et donc, donc de cette histoire-là, au fur et à mesure, donc, il y a eu des maîtres charpentiers, hein, des charpentiers qui se sont un peu extraits comme ça du groupe en général et qui ont commencé à faire des cases. Mais en fait, avant, on coupait les arbres, donc les arbres étaient abattus dans la forêt, et ils étaient mis sur des tréteaux, et avec des grandes scies, je ne sais pas si vous avez déjà vu des images comme ça, il y a un gars qui est debout en haut sur le tronc, il y en a un autre qui est en bas, et il y a quelqu'un qui est baissé là comme ça, et il y a scié des planches. Donc quand on est près du cœur du bois, donc les planches sont larges, et au fur et à mesure qu'on va vers l'extérieur, puisque l'arbre est rond, donc les planches sont plus courtes. Et c'est ce qui fait que quand vous voyez les vieilles cases traditionnelles, si vous regardez bien dans le détail, vous verrez qu'il y a des très grandes planches, il y en a qui sont moins grandes, etc. Et en fait, et donc les gens avant, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est que, eh ben, et notamment dans le livre de Simon Schwarzbart, donc ils mettaient des planches à côté, donc évidemment c'était pour vendre, et ils mettaient des planches à côté pour pouvoir faire sa case, pour l'émailler, eh ben, que femme-là paie sa rentrée dans la case-là. Et donc voilà, donc c'était des gens voilà, qui faisaient eux-mêmes leur case et qui construisaient le plus souvent eux-mêmes leur case. C'est sûr que les conditions n'étaient pas simples. Hein. Tout à l'heure, il y a eu un peu la question par rapport à ça, puisqu'on n'avait pas toutes les techniques de construction pour que ça puisse résister. Donc, alors, ce que très souvent les gens faisaient hein, dans les villages, c'est qu'ils construisaient une case avant. Donc, qui était, elle, faite en dur, en pierre, et il était qu'à protéger dans ces cases-là. On voit ça, par exemple, très bien à Saint-Barth. Les cases traditionnelles de Saint-Barth, très souvent, elles sont faites avec des gros murs très épais. Et autant nous, la toiture, elle déborde de la façade comme ça, comme on voit là, ça déborde des murs, que ce soit en bois ou en pierre. Autant eux à Saint-Barth, les murs partent en biais comme ça, et la toiture vient dans la même continuité, pour que quand il y a le vent, que le vent glisse comme ça dessus. Et donc tout ça, c'est des techniques. Donc les gens faisaient des cases avant pour pouvoir se protéger. Une autre technique aussi, c'est que fallait pas perdre, parce qu'on ne savait pas comment ça fonctionnait un cyclone. Et un cyclone, ça fonctionne en dépression. Il y a un phénomène de dépression. Et donc, ce qui fait que la case, quand elle est complètement fermée, donc comme il y a un phénomène de dépression à l'extérieur, la case à l'intérieur, elle est en surpression. Et donc, du coup, avec l'augmentation du vent, boum, ces cases étaient explosées. Et les toitures partaient. Donc, pour éviter ça, pour ne pas perdre la case, ce que les gens faisaient, et ils obéivraient ça toujours, hein, jusqu'à aujourd'hui, je vois dans ces cases-là, puisque ce n'est pas des techniques si anciennes que ça, c'est qu'on clouait les tôles, mais on ne retournait pas les clous par en bas.
Vous allez voir dans les vieilles cases, c'est ces pointes-là qui a dépassé comme ça, quand il n'y a pas de faux plafond. Et on voit les pointes. Pourquoi? Ben parce que justement, en cas de cyclone, c'était pour que les tôles s'arrachent, mais on ne perdait pas la case. Il était qu'à marrer ces cases-là aussi. C'est-à-dire que, comme très souvent c'était posé sur les roches et que les cases avaient tendance à partir, il y avait beaucoup de pêcheurs, donc ils prenaient des cordes et ils étaient qu'à marrer ces cases-là. Il y avait des gros roches, si c'était des gros roches à côté, il y avait des pieds bois, il y avait tout ça pour essayer de québer ces cases-là. Voilà, donc c'était différentes techniques qu'il y avait comme ça, entre les cases avant, le fait de dire qu'il y a une partie qui part, etc. Ou alors d'attacher les cases, voilà, différentes techniques pour essayer de se protéger. Très mauvaise, évidemment, très très mauvaise. Ni un petit mot que je connais bien, c'est catiche. Et oui. Et donc, parce que dans ces cases-là, donc premièrement, donc, tout ce qui était sanitaire, tout ce qui était cuisine déjà, même pour la question de la sécurité incendie, hein, pour le feu, donc très souvent c'était à l'extérieur, les cases étaient toutes petites, hein, il était fait un qui pour dormir, hein, tout simplement, et à l'extérieur, donc maintenant il y avait les commodités. Donc que ce soit justement la partie de cuisine, ou bien alors pouvoir faire le feu, les préparations, que ce soit justement les sanitaires, et très souvent, au départ, c'était des catiches. On était qu'à faire en trouille, on était qu'à mettre 2 feuilles-tôles, et puis donc les conditions sanitaires étaient très très mauvaises. Et non seulement dans les campagnes, donc à l'époque des esclaves, mais ces conditions sanitaires là aussi ont perduré jusqu'à l'urbanisme, à l'aménagement. Quand Pointe-à-Pitre, au fur et à mesure, a commencé avec l'arrivée, notamment l'arrivée de l'usine d'Arboussier, et que les ouvriers ont commencé à arriver, pouvoir s'installer, que ce soit à Carénage, que ce soit dans les faubourgs de Pointe-à-Pitre, ils ont venu, ils ont des photos comme ça, ces cases-là, en l'air des charrettes à bœuf ou bien des camions. Et donc, ils ont sorti de les campagnes, dans ces campagnes-là, avec Casayo, et ils ont mené la pointe. Ça, des fois, les oies dans les faubourgs et que vous avez des petites cases, ces cases-là, le plus souvent pour les plus vieilles, c'est des petites cases qui sont sorties depuis la campagne, et que ces gens-là menaient pour été en ville. Et donc, et notamment donc, dans certains quartiers qui n'existent plus aujourd'hui, la question de la salubrité et les questions sanitaires se posaient cruellement. Et là, dernièrement, c'était les obsèques de Henri Bangou, donc l'ancien maire de Pointe-à-Pitre. Et Henri Bangou, qui était médecin, son objectif quand il est arrivé maire, c'était justement d'éradiquer les cases et de remplacer par des immeubles avec tout ce qui est sanitaire, machin, etc., etc. Bon, je ne sais pas si on peut parler de belle demeure. Hein, parce que là aussi, c'est une vision culturelle. C'est l'apprentissage que l'on a, que l'on donne à nos yeux et à notre esprit de voir. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que notamment ici, les Noucavrais, on case de maître, hein, et avec justement la galerie, la case, la belle maison, etc., etc. Donc on dit, ah ouais, ça sont belles cases. Et les Noucavrais en case, nous en vie, ni on comme ça. Mais il faut savoir, maintenant, il faut replacer ça dans tout le contexte historique. Qu'est-ce qui a fait que ça a produit ça? Qu'est-ce qui a fait que l'histoire a produit ces cases-là? Il faut savoir que quand l'esclavage a commencé, quand les premiers colons sont arrivés en Guadeloupe, ils n'ont pas été savent qu'à fait. Déjà, premièrement, parce qu'ils ne connaissaient pas l'espace, le territoire. Et puis l'autre chose, c'est que dans l'esprit à eux, ils étaient qu'à vivre pour un petit moment. Ils étaient qu'à vivre parce que c'était des colons, on leur donnait une concession, un truc comme ça, ils étaient qu'à vivre pour faire l'argent, pour faire habiter à eux. Et le seul état d'esprit qu'ils avaient à l'époque, et on trouve ça très bien dans les livres historiques anciens, comme le Père du Tertre, etc., qui explique ça bien, quand il y avait des rencontres entre colons et tout, seul habiter à eux, c'était, moi, en Képati, l'année prochaine, en Képati, voilà, je retourne, machin, etc., etc. Sauf que très souvent, ils ne repartaient pas. Ils ont fait Timoun ici, ce Timoun l'a fait Timoun. Et de génération en génération, la coupure des colons avec la métropole, finalement, dans l'esprit, puisque ce sont les jeunes générations qui sont nées ici, même s'ils étaient toujours colons, même s'ils étaient toujours esclavagistes, même s'ils étaient toujours tout ça, mais sauf qu'ils étaient là. Et la Guadeloupe, c'était là. Donc, c'est là qu'ils étaient. Et donc, ce n'est qu'à partir de ce moment qu'au fur et à mesure, ils ont commencé à faire des maisons, maintenant, les maisons de maîtres, qui avaient maintenant une grande qualité de dessin architectural, etc., etc. Mais, ces gens-là qui étaient qu'à faire ces grandes cases-là, c'était ces mêmes gens-là qui étaient qu'à faire ça, hein, qui étaient qu'à faire les petites cases. C'était les mêmes maîtres charpentiers qui les faisaient. La question de l'esthétique, ça dépend justement de l'angle de vision, la façon dont on voit les choses, la façon dont on perçoit les choses. Hein. Chocolat la doumbe, c'est ça
aimé. Quand vanille parfumé, ranime cœur aïe oyoy. Chocolat la doumte, c'est ça jeune fille aimée. Quand vanille parfumé, ranime cœur aïe oyoy. Nini mi vani, pays nous la café vanille. Nini mi vani, tout rasé vanille qu'a poussé. Nini mi vani, chanson fleurie et puis l'amour. Nini mi vani, qu'elle meurt toujours. Et les productions qu'on trouvait à notre époque, alors c'était tout ce qu'on sortait dans le jardin familial. La patate, les ignames, quelque chose que moi je n'aimais pas du tout, adon, et on l'appelait adon, parce que ça avait un goût amer. Certains, hein, pas tous. Alors il y avait les manioc, il y avait le paoka, on appelle ça pomme coulis, il y avait la vanille, le maïs, la cannelle, la muscade, le girofle. Oui, le girofle. Le pois d'Angole, surtout le pois d'Angole. Dans toutes les barrières de la Guadeloupe, il y avait du pois d'Angole. Moi-même, quand je suis venue habiter par ici, tout autour de la maison était planté en pois d'Angole. Le coton pour faire les oreillers, le matelas, parce qu'on n'avait pas ces formes de matelas que nous avons aujourd'hui. Il y avait le piment. On ne restait pas sans piment à la maison. Le citron. L'indigo, le curcuma, le gingembre aussi, parce que tout le monde ne s'en servait pas. Mais nous sommes avec d'autres groupes ethniques qui utilisaient beaucoup le curcuma, le gingembre, pour faire la pâte à colombo et tout. Ah oui, il y avait beaucoup de maïs. On fait les variétés d'igname, que madame vient de citer tout à l'heure. Donc il y avait ce qu'on appelait un babon, les ignames qu'on récoltait après la Toussaint. C'est une variété d'igname qui s'appelle Sainte-Catherine aussi, qui a disparu. Le pacala, qu'on ne trouve presque pas. Ah ouais? Qu'on ne trouve presque pas. Bon, j'ai dit du maïs, tout ça. Donc en légumes, et beaucoup d'épinards, parce que chez tous les gens, on trouvait des épinards du pourpier qui étaient consommés régulièrement parce qu'on ne mangeait pas sans légumes. Beaucoup de variétés d'haricots. Moi, je voulais intervenir sur la dictame. Je vais vous emmener une dictame. Je ne sais pas les jeunes si vous connaissez la dictame. Alors, à l'époque, la dictame était très importante parce que c'était les mamans et les arrières, les grand-mères n'avaient pas la possibilité d'acheter du lait pour nourrir leur bébé. Donc, les mamans donnaient à téter à leurs enfants pendant très longtemps. Et elles complétaient avec la crème de dictame. Donc maintenant, la dictame, avec l'agrotransformation, ils ont repris la dictame. Mais à l'époque, la dictame, c'était très important d'avoir de la dictame. Donc je voulais juste rajouter dans les productions qu'on faisait dans le temps, il y avait la culture du coton et du café aussi. Donc moi, je viens de Marie-Galante et à Marie-Galante, il y avait une grande production de coton qui nous servait à faire les matelas, les oreillers. Donc cette production a complètement disparu avec l'importation des matelas venus d'ailleurs en mousse. Donc voilà, cette culture a complètement disparu. Il y avait, ce sont des ignames, ce sont des patates, ce sont des malangas, c'est fruits à pain. Et alors, quand on faisait cuire, par exemple, un fruit à pain, on commençait par mettre, il y a du pourpier, on mettait sur les fruits à pain. Et quand on avait fini, comme il n'y avait pas de chair, alors on faisait une salade avec les pourpiers, pour manger avec le fruit à pain, avec de l'huile. Mais comme mes parents habitaient près de la mer, on allait chercher des petits lambis, mais à ce moment-là, c'était pas surveillé comme maintenant. Il y avait des chadrons aussi, on faisait toujours ça, un repas copieux si vous voulez.
Mes parents aussi avaient des nasses à la mer. On avait toujours des petits poissons. Je dirais pas pour les adultes, par exemple, c'était un beau cantage. Alors je porte à monsieur ici-bas le poisson, il me donne du riz, alors c'était tout d'échange. Comme ça, donc, bon, on faisait jamais cuire du riz tout seul, le canari du riz. C'était mettre petit fruit à vête haché à dingue, ou bien pois. On mangeait un maillot. Mes parents avaient des maillots plantés, alors vite, madame a fait mêler, pas ni rien pour manger, c'est ration pied manioc, parfois même, gratter une fois même, faire un cassave une fois même, tout bitin fait, donc à manger ça comme ça. Le matin, c'est vers moussage, là où on fait cassave moussage, pour manger belette, puisque mes parents avaient des bœufs, alors c'est comme ça nous les fait. Et puis, pas oublier Timon aux jeunes, mais avant, on partit, on est cabrit pour marrer. Moi, j'ai 5 cabrits pour marrer. Là, on retrouve l'opinion, depuis, on parle d'après, on dit, la cabrit marrer. C'était crié, et alors là, les cabrits répondaient, et alors là, on allait les détacher, et voilà. Généralement, c'était riz, haricots rouges et viande. Parce que la viande, on mangeait la viande peut-être une fois par semaine. Parce qu'on n'avait pas les moyens, on n'avait pas ce qu'il fallait. Et au courant de la semaine, très souvent, c'était tout ce qui revenait du jardin. Fruits à pain, bananes, toute forme de bananes, bananes plantain, bananes jaunes, en fait, toutes les variétés de bananes, bananes poteaux, avec morue au poisson salé. Très souvent, comme on dit, au bord de la mer, il y avait des pêcheurs. Donc, les gens achetaient le poisson et faisaient saler leur poisson. Et c'était ce qu'ils mettaient, comme disait Madame Constantin tout à l'heure, très souvent, on mettait le poisson au-dessus des racines et on préparait la sauce après la cuisson. Et des fois, on enlevait le poisson avant pour ne pas écrabouiller. Alors, le dimanche, c'était, comme je viens de vous dire, c'était riz et pois rouges et viande. Il y avait la viande de porc aussi. Il y avait le poulet, viande cochon. Viande cochon. Et qu'on tuait entre voisins, entre amis, et puis on se partageait ou on vendait un petit peu, et on gardait le reste pour saler, pour manger au courant de la semaine. Et les épices, alors les épices toujours, le piment en tête, cive, persil, thym, romarin, qui est une plante très efficace aussi pour la santé, on en a fait allusion tout à l'heure. Et puis le citron. Il y avait toujours un pied de citron autour de la maison. Pour faire cuire nos repas, on n'avait pas de plaque de cuisson ni de gazinière, de tout ce que vous connaissez maintenant. On faisait cuire le repas sur un foyer de 3 pierres. On posait 3 pierres sur lesquelles, au milieu desquelles on mettait du bois et on allumait du feu. On allumait le feu. Sous ces 3 pierres, on faisait asseoir le canari, ou la cocotte comme vous voulez. Il était toujours noir, hein, vous comprenez ça tout à fait. Donc, on mettait le canari assis sous ces 3 pierres. Et dans le canari, bien entendu, on mettait ce qu'on devait faire cuire. Et c'est comme ça. Voilà, on avait le réchaud à charbon. Hein, tout le monde n'avait pas le... Ça dépend des endroits, ça dépend des lieux. Ça dépend si c'était la campagne profonde, il y avait des roches, mais on avait, moi à mon époque, on avait des réchauds à charbon. Oui, il y avait aussi le réchaud à charbon, bien entendu. Il y avait la voiture à charbon qui passait et les parents achetaient un sac de charbon et on utilisait ce sac de charbon pour la cuisson des repas. Si je vous dis qu'à Noël, c'était le cochon, je ne vais surprendre personne. Bon. On connaît déjà le repas de Noël, du bois du bois, cochon, viande aussi. Mais il y a 2 choses qui m'ont marqué avant, c'était les autres fêtes. Première communion et baptême. Pour baptême et première communion, assez souvent, je te cache un mouton pour mariage le vendredi après-midi. Je me rappelle, maman allait préparer à manger pour baptême. Et là, il y avait quelque chose d'exceptionnel qui se passait là. C'était les petits côtelettes à mouton. On va changer ça. Conservé avec du riz et pois rouges.
Et là, maman était servi à dans le mariage, là, elle était apporté petit bain pour nous en case là, mais c'est ça, nous tous était attendre. Maman sortit en mariage avec côtelette, il y avait ça. Il y avait branda d'amour, qu'on préparait aussi avec lentilles et du riz, qu'on préparait pour les occasions de fête. Le traditionnel diré pois rouge et viande aussi était présent aussi. Donc ça, c'était pour rajouter un petit peu concernant les occasions exceptionnelles, les repas de fête. Alors, à notre époque, les garçons jouaient aux billes. On appelle ça cristal. Ils jouaient aussi à Ika-Ipaka. On allait beaucoup à la rivière. On se baignait à la rivière. On s'amusait beaucoup dans les rivières. Et puis nous, les filles, on jouait à la piscine. À la piscine, je pense que vous savez ce que c'est. Avec des 7 pierres, 7 roches. On en voit. Et puis, on sautait à la corde. C'était très, très, très amusant hein, de jouer, de sauter à la corde, surtout dans la cour d'école. Dans la cour d'école, c'était là, dès qu'on sonnait la récréation, tout le monde, on jouait beaucoup. Aussi, à l'élastique. Et les 4 coins. À la marelle. On jouait à la marelle aussi. Et voilà. Et avant, il n'y avait pas de Nintendo, ni de télé, ni de portable pour s'amuser. Hein. C'était, et puis nous, à la campagne aussi, on allait chercher des fruits. On allait chercher des fruits. On partait à la campagne avec nos frères. On allait chercher des fruits. On s'amusait avec ce qu'on avait. Et on a beaucoup parlé de maïs. Mais moi, j'ai beaucoup joué on faisait griller le maïs. Et avec les graines de maïs, il y avait un jeu où on mettait des graines, par exemple 3 graines dans la main et on demandait blanc à souper comme un couvert. Et si tu disais 3, tu trouvais le nombre de graines, on te le donnait. On te les donnait. Et sinon, voilà. Tu le mangeais puisque c'était des maïs grillés. Pour s'amuser, on allait dans les roses, danser au son du ca. Les gens dansaient. Et aussi, on allait dans les veillées mortuaires. Il y avait des spécialistes qui jouaient du cas, qui dansaient, qui chantaient. Par exemple, certaines fois, on parle d'agriculture, il y avait les coups de main, soit pour le jardin, pour planter canne, etc. Et après le coup de main, on partageait le repas, mais il y a des bons dominos aussi après. Donc, oui, le petit manche, ça c'est traditionnel. Des fois, il y avait même de l'abus. Mais c'était une occasion. Mais aussi à l'occasion des fêtes des communes, les fêtes de section, des Nikoussa Bouchette. C'était vraiment traditionnel des campagnes. Il y avait Macocagne, etc. C'était aussi, ça a disparu. Mais on faisait avec ce qu'on avait, les moyens dont on pouvait disposer. Et le soir, il y avait le fameux Gendé. Quand on battait avec qui on a joué Gendé, mais Gendé était joué parce que c'était plutôt dans les régions, il faisait plus sombre parce que Gendé c'était Géavienner, etc. C'était pas une fierté, mais on a fait bon l'argent dans ça. Et on a fait aussi des fois, ça a dégénéré, il y avait des blessures. Donc, c'est pas seulement maintenant que ça dégénère, mais il n'y a aucune proportion de ce qui se passait avant et à présent. Que tout était matière à jeu pour nous, quelle que soit l'activité que nos parents faisaient. C'est un jeu, c'est un amusement. On apprenait à se servir de ses mains, de ses pieds, de son corps pour travailler. Mais maintenant, c'est une vie, chacun branché sur son portable. Il n'y a pas de vie sociale à la maison, même au repas. Chacun enfermé dans son coin, il n'y a pas de partage, il n'y a rien. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que dans les familles, nos sorties le dimanche, c'était aller visiter la famille qui habitait hors de l'endroit où on habitait. Donc, on nous préparait, les parents nous demandaient de nous préparer. Et nos visites, nos découvertes, c'était aller visiter les familles qui habitaient en Grande-Terre, qui habitaient ailleurs que la Montagne ou que Pointe-à-Pitre. On partait à la rencontre de la famille, ça nous permettait de découvrir. On allait aussi souvent laver à la rivière, c'était un amusement.
mais ça nous permettait de découvrir aussi des endroits, les cours d'eau, les rivières qui existaient aux alentours. Auparavant, il n'y avait pas les gros porteurs comme les avions. Donc, on partait à la découverte de l'Hexagone, puisque nous étions des enfants de département. Et les parents qui avaient les moyens, comme nous, on a eu l'occasion de voyager en mer. Moi, je me rappelle petite, il y avait un bateau qu'on appelait Antilles. On a fait 23 jours en mer pour rejoindre la France. 23 jours en mer pour rejoindre la France. Donc, on partait, parce que ma mère était dans l'enseignement, il y avait ce qu'on appelait les congés bonifiés pour 1 an. Les enseignants avaient droit à 1 an de congé avec leurs enfants, oui. Et on s'installait et on découvrait l'Hexagone comme ça. Voilà. Il y avait les charrettes à bœufs. Par exemple, quelqu'un qui habitait au Lamentin pour aller à Pointe-à-Pitre, il y avait charrette à bœufs, ils allaient vendre leurs légumes, des ceci, des cela. Il y avait le vélo. Il y avait la trottinette. Et les gens avaient leur roulette aussi. Oui, trottinette et leur roulette. Mais les gens marchaient beaucoup à pied. Ils faisaient des kilomètres. Et il n'y avait pas de chemin bitumé comme ça. Hein. C'était dans la forêt, c'était dans la boue, ils faisaient des kilomètres pour se déplacer. Il n'y avait pas de moyens de locomotion, vraiment. Voilà. Et c'était pieds nus, très souvent, c'était pieds nus. Ou alors juste avec des chaussures, pas appropriées du tout. Avec des, voilà. Mais les gens marchaient, faisaient des kilomètres à pied dans la forêt, dans la boue, dans les vieux chemins. Voilà. Milo dit moi, fais attention, mon nom. Là où on monte, il faut qu'on prenne précaution. Milia, manche, tu es Milo. M'en jamais dit moi, licher mon nom. Milo dit moi, fais attention, mon nom. La jalousie qui fait mon divaguer. Milia, manche, tu es Milo. Nous tenons à remercier la DAC Guadeloupe, le conseil régional et notre intervenante Destiny Roulier. Merci à toute notre équipe pédagogique et spécial remerciement à M. Audemars.